Comme le veut la tradition, le président sortant a remis les attributs du pouvoir au président de la Cour constitutionnelle, qui les a remis à son tour à la présidente élue. Dr Netumbo a prêté serment et devient ainsi la première femme présidente de la République de Namibie et la deuxième femme africaine après Ellen Johnson Sirleaf à accéder à cette plus haute fonction d'État au terme d'une compétition électorale. Dans son discours d'investiture, la nouvelle présidente de la République de Namibie a pris l'engagement de créer des emplois, de poursuivre l'œuvre de la prospérité, de lutter contre la corruption et d'ouvrir davantage son pays à des partenariats gagnant-gagnant. L'événement est tellement historique qu'il a mobilisé, outre les chefs d'État de la SADC, des anciens dirigeants de la région et toutes les personnalités féminines africaines ayant exercé la fonction présidentielle. La présidente de Tanzanie, Madame Samia Suluhu Hassan, s'est félicitée du leadership féminin. Âgée de 73 ans, la nouvelle présidente de la République a un cursus politique exceptionnel. Entrée en politique à 14 ans, elle a milité au sein de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, SWAPO, où elle a franchi tous les échelons jusqu'à la présidence du parti. Plusieurs fois ministre puis vice-présidente de la République, Dr Netumbo va désormais présider à la destinée de ce jeune pays de l'Afrique australe, l'un des plus stables et prospères d'Afrique. Elle a été vice-présidente du parti au pouvoir. La SWAPO, Netumbo Nandi, a remporté dès le premier tour l'élection présidentielle. Focus sur ces scrutins dans ces reportages de Paulette Lumba. Journée historique en Namibie, pays de l'Afrique australe. Elle, c'est la toute première femme élue présidente de la République depuis l'indépendance de la Namibie. Netumbo Nandi Ndaitwah, 72 ans, actuelle vice-présidente issue du parti au pouvoir, a été élue dès le premier tour avec 57,31% de suffrages. Comme 5e chef d'État de la République, la commission électorale de ces pays d'Afrique australe l'a annoncé mardi au cours de la cérémonie de publication des résultats de l'élection présidentielle. Le parti de celle que le pays surnomme NNN, l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, la SWAPO, dirige la Namibie depuis son indépendance en 1990. Ce pays riche en minerais compte 3 millions d'habitants. Le premier opposant, Panduleni Itula, arrive loin derrière avec seulement 25,50% de voix dans cette élection qui a connu une forte participation mais aussi de nombreux cafouillages. Les élections présidentielles et législatives du 27 novembre ont dû être prolongées à 2 reprises en raison de problèmes logistiques et techniques, avec notamment une pénurie de bulletins de vote. Plusieurs chefs d'État africains et de gouvernements ont effectué les déplacements à Windhoek, capitale de la Namibie, pour assister à la cérémonie d'investiture et des prestations de serment du nouveau chef d'État. Parmi eux, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a présidé hier la 36e réunion du Conseil des ministres. Parmi le point, le respect de la suspension de l'exportation et de mesures réglementaires de la commercialisation du cobalt. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Suivez. La communication du président de la République lue par la première ministre chef du gouvernement a porté sur un seul point, à savoir du respect de la suspension des exportations et des mesures réglementaires d'encadrement de la commercialisation du cobalt et d'assainissement de sa chaîne d'approvisionnement. Le président de la République a rappelé que le 22 février 2025, après une évaluation approfondie du marché du cobalt, dont notre pays est l'un des principaux producteurs, l'autorité des régulations et des contrôles de marché des substances minérales stratégiques ARECOMS a annoncé une série de mesures visant à rétablir l'ordre et à garantir une gestion optimale de cette ressource stratégique. Parmi ces mesures figurent la suspension temporaire des exportations de cobalt en provenance de la République démocratique du Congo, une décision essentielle
pour mettre un terme à la commercialisation anarchique et préserver les intérêts économiques nationaux. Cette mesure figure parmi tant d'autres déjà évoquées lors de la 35e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 14 mars 2025, traduisent la volonté du gouvernement de restaurer l'intégrité et la souveraineté de notre secteur minier. Le président de la République a noté avec satisfaction une amélioration notable des cours du cobalt qui, depuis l'application de la suspension, ont enregistré une hausse de plus de 50%, passant de 21 150 à 33 300 $ américains. Ces niveaux le plus élevé depuis mai 2023. Valide l'approche adoptée par le gouvernement et permet d'envisager à court terme un rétablissement significatif des contributions en revenus de l'État issues de l'exploitation de cette ressource. Plus encore a-t-il souligné, cette dynamique ouvre la voie à une transformation locale accrue, réduisant notre dépendance aux exportations brutes et favorisant la création d'une chaîne des valeurs à haute valeur ajoutée au sein de notre économie. La plénière d'hier à la Chambre basse du Parlement a adopté le calendrier de la session de mars 2025 et a prorogé pour la énième fois l'état des sièges en vigueur dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Suivez. L'Assemblée nationale a tenu ce vendredi 21 mars 2025 sa première plénière après l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du calendrier parlementaire et la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, est revenu sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, réitérant les soutiens du Parlement aux populations meurtries de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, ainsi qu'aux forces armées de la République et les Wazalendo. En mon nom et au nom de tous les élus du peuple, je tiens à leur exprimer notre profonde compassion et notre soutien plein et entier dans les preuves qu'ils traversent. Qu'ils sachent que nous ne les oublions pas, que leurs souffrances sont aussi les nôtres et que la paix sera restaurée sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Après son adoption en conférence des présidents, le calendrier de la session a été soumis aux députés et validé. Il comprend des matières non législatives dont la validation des mandats des nouveaux élus, l'examen des rapports des institutions et les contrôles parlementaires. Côté législatif, plusieurs projets et propositions de loi sont inscrits, notamment sur la ratification d'une convention sur la lutte contre le terrorisme et la modification du code pénal. Enfin, la plénière a examiné et adopté la prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces sous menace sécuritaire présentée par les vice-ministres de la Justice et Contentieux international. Enfin, la plénière a examiné et adopté la prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces sous menace sécuritaire présentée par les vice-ministres de la Justice et Contentieux international Samuel Mbemba Kabouya, qui a, au nom du gouvernement, présenté ces textes afin de solliciter son vote par la plénière. Le texte a été approuvé à la majorité et prendra effet après promulgation par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à la Chambre haute du Parlement, les honorables sénateurs sous la conduite de Jean-Michel Lossama Lukonde, président de cette Chambre, ont voté également pour la énième fois la prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, nous dit Janine Kalenga. La première plénière après celle de l'ouverture, qui n'avait qu'un seul point. Aujourd'hui, c'était une journée très chargé en activité parlementaire. Le président a daigné d'abord recevoir les groupes provinciaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de Tanganyika pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la situation sécuritaire présentement dans ces différentes entités. Et nous avons eu un échange très riche et approfondi et qui a
conduit à ce que la commission défense et sécurité du Sénat puisse se mettre à l'œuvre afin d'inviter à ces séances les différents ministres concernés, notamment celui de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice, du Budget et des Finances, pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi nous sommes en train de perdre autant de territoires et autant les Congo, notre pays, a une armée forte. Et nous voulons comprendre, après toutes ces audiences, là où les choses sont en train de ne pas bien marcher, afin que le Sénat de la République puisse amener le plaidoyer auprès du chef de l'État pour qu'enfin on puisse améliorer l'état de la situation pour permettre à ce que nous puissions sortir de cette situation d'insécurité pratiquement généralisée au niveau de l'Est du pays. Et par la suite, nous avions eu la plénière proprement dite avec l'ensemble des honorables sénateurs. Nous sommes d'abord penchés sur la question de nos travaux, le calendrier de cette session de mars 2025. Nous avons ensemble apporté des amendements sur les propositions apportées par les bureaux et nous avons adopté notre calendrier, c'est-à-dire le canevas de travail qui va nous conduire à partir de maintenant jusqu'à la fin de la session de mars. Il y avait un huis clos pour que nous puissions réfléchir ensemble sur les questions sensibles qui concernent chacun des honorables sénateurs et sénatrices. Les génocides congolais en 30 ans de guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo doit être reconnu avec un instrument juridique. L'honorable Eliezer Ntambwe a initié une proposition de loi dans ce sens qu'il a déposée hier au bureau de l'Assemblée nationale. Rodé Panda. 3 décennies de guerre imposées à la RDC, toutes sortes de crimes bien documentés et reconnus officiellement y ont été commis. Plus de 12 millions de morts, ces génocides ne peuvent pas demeurer impunis. C'est le moment d'en appeler à la conscience patriotique collective à travers un cadre juridique avec les effets du législateur. L'honorable Eliezer Ntambwe, député national, saisit cette opportunité et tient à porter la loi sur la reconnaissance du génocide congolais. Il est allé déposer cette proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale. La première loi que nous avons votée parle du génocide, c'est-à-dire c'est un génocide pour des raisons économiques. Alors que jusque-là, tout ce qu'il y a comme texte en matière de génocide ne reconnaissent pas les génocides économiques. Les génocides sont soit tribal, soit ethnique, soit. Alors, quand nous avons inventé un concept de génocide, c'est bien bon, mais il faut encore l'amener pour que ce concept-là soit reconnu sur le plan juridique et aussi à l'international. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus déposer cette proposition de loi pour la reconnaissance du génocide. Un bon enseignant, Eliezer Ntambwe, invite les patriotes à soutenir les présidents de la République Félix Tshisekedi et toutes les institutions établies du pays. Malheur aux pays par lesquels le mal arrive au Congo. La redynamisation de la coopération régionale à tous les niveaux et la relance de l'économie sur les corridors sud-ouest au centre des entretiens entre le ministre congolais de l'intégration régionale et le nouvel ambassadeur de l'Italie en poste à Kinshasa. Les détails dans ce reportage de Willy Atunakov. Le raffermissement des relations de coopération bilatérale et d'amitié existant entre Kinshasa et Rome dans différents domaines, notamment la coopération régionale, non seulement avec la RDC, mais aussi élargie aux pays voisins, le développement économique du corridor sud-ouest et la promotion du partenariat entre les villes italiennes et les provinces de la RDC. Toutes ces questions ont été évoquées au cours des entretiens combien fructueux que le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazega-Moukandou, a eu ce jeudi en son cabinet de travail avec le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Italie accrédité en RDC, Sabato Franco
Sorrentino explique. Nous avons parlé de plusieurs projets que nous pouvons développer en commune. Il y a des projets qui sont en train de jumelage entre des régions de l'État et des villes italiennes. Et aussi, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble sur le niveau de la coopération régionale, à tout niveau, politique, économique. Des opportunités qu'il y a dans ce pays pour les entreprises italiennes aussi, pour le développement du corridor de l'Obito. Le diplomate italien a par ailleurs salué les efforts diplomatiques menés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement de la République démocratique du Congo, tant au niveau international qu'au niveau régional, avant de réitérer l'engagement de son pays à soutenir les efforts et les initiatives actuelles visant à privilégier une paix durable dans l'Est de la RDC. Clôture hier du forum de redynamisation de groupes thématiques stratégiques organisé par le ministère du Plan. Ces assises qui ont mis autour d'une table plusieurs structures avaient pour objectif de renforcer les mécanismes de collaboration, nous dit Mamita Bangoul. À l'issue des 3 jours de travaux, les 140 participants constitués des partenaires internationaux et une délégation venue du Sénégal, Togo, Mali, Burundi et Haïti, ainsi que des experts du gouvernement présents au forum technique pour la redynamisation des groupes thématiques sectoriels ont formulé des recommandations, entre autres, mettre en place les groupes Nexus au niveau national et provincial, renforcer les capacités des GTS dans l'élaboration d'actualisation et la mise en œuvre des outils de gestion technique et administrative afin de les rendre opérationnels. Mbilizi Mwenelewata, délégué de la société civile, a énuméré quelques objectifs. Consistait à redynamiser les activités du groupe thématique sectoriel en appliquant suffisamment toutes les parties prenantes, en dégageant les forces, les faiblesses, en proposant les mesures de mitigation qui sont proposées ici. Pour Suzanne Kassende, représentante des partenaires techniques et financiers, toutes les recommandations formulées servent dans une commune au niveau sectoriel. Le travail des groupes thématiques sectoriels est essentiel pour renforcer les synergies et favoriser une approche cohérente et intégrée dans les domaines cruciaux du développement durable tels que la santé, l'éducation, l'environnement. Au nom du vice-premier ministre, ministre du Plan, le secrétaire général au Plan Daniel Epembe s'est dit satisfait de jouer pleinement le rôle d'espace de concertation, permettre par ailleurs d'apporter des réponses appropriées aux défis de développement en RDC. Mettre en place une petite équipe qui va s'occuper de la production de la dite feuille de route. Cela permettra à ce qu'on puisse intégrer les recommandations du forum que nous avons la charge de clôturer ce jour. Notons que ces travaux ont connu du succès avec les partages d'expériences du groupe de coordination des partenaires de pays amis. Les avenues Kalembelembe, Nyango et Kabinda, ces grandes artères de la commune de Lingwala, se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les projets de travaux de réhabilitation annoncés depuis quelques mois déjà passés n'ont jamais débuté. Pourtant, certaines de ces voies sont restées bloquées, nous dit Rodepanda. La détermination de renouveler la voirie dans la ville de Kinshasa était visible. Ici et là, on pouvait bien observer les travaux en exécution. Mais cet élan s'est stoppé et la population en pâtit. Dans la commune de Lingwala, voici l'image de ces grandes avenues et artères principales. L'avenue Kabinda, au croisement avec l'avenue des Huileries, pas de passage. Sur Nyangwe, à la sortie du rond-point Huileries, la situation est déplorable. Sur Kalembelembe, se trouve dans un état d'impraticabilité. Pourtant, devant les bâtiments de cette municipalité, l'avenue Kalembelembe a été barrée et bloquée depuis plusieurs mois au motif que les travaux de réhabilitation devraient débuter. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Les engins abandonnés. Personne ne sait donner des explications. La population victime de ce silence ne sait pas à quel sens se vouer et lance un cri de détresse. On a bloqué la route. Rien ne s'est fait. On ne comprend rien. Les mamans qui se débrouillent ici sont pénalisées. Nous sommes parmi les notables ici à Lingwala. Sur Kalembelembe, les travaux ne se font pas. Les commerçants fuient déjà la commune.
La bonne politique voudrait que les choses soient bien planifiées, car gouverner, c'est prévoir, dit-on, aux autorités compétentes de se rappeler cette règle. Les embouteillages à Kinshasa, un véritable casse-tête pour les Kinois. La Commission nationale de prévention routière, les usagers de la route et les bourgmestres de 24 communes de la ville de Kinshasa étaient autour d'une table pour envisager des solutions idoines pouvant permettre à la population de circuler librement. Suivez. Mobilité à Kinshasa, l'arrêt de circulation routière pour bientôt. Cette évidence a obligé le lancement ce jeudi, 20 mars 2025, des échanges relatifs à l'évaluation des stratégies et adoption de nouvelles mesures à implémenter dans la lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Pendant 4 jours, les délégués de toutes les parties prenantes dans la gestion de la route, mieux de la circulation routière à RDC, devront établir un programme commun afin de lutter efficacement contre les embouteillages. Selon le président de la CNPR, Bienvenu Mounia Soubi, cette initiative vise à impliquer tout le monde à bien jouer son rôle dans le but de promouvoir la fluidité de la circulation dans la ville. Plan de résolution sur les embouteillages dans la ville de Kinshasa, qui a des délocalisations des arrêts, la sensibilisation, la formation des chauffeurs, il y a les implantations de panneaux de signalisation ainsi que de marquage au sol, il y a des localisations de marchés pirates, et avec toutes les parties prenantes qui ont autorité et pouvoir sur telle résolution et telle autre, nous sommes tous ensemble pour nous activer afin de les mettre en pratique et trouver absolument solution à ces défis des embouteillages dans la ville de province de Kinshasa. La gestion de la route et la circulation routière étant une question multisectorielle, chaque partie est invitée à un engagement sérieux pour non seulement obliger les usagers de la route au respect du code de la route et de la signalisation, mais aussi lutter contre ces phénomènes, embouteillage et autres antivaleurs sur les chaussées. Être maquilleuse est devenu aujourd'hui un métier et une passion pour les jeunes dames. Il y a de celles-là qui l'apprennent à l'école et d'autres dans des centres de formation. Mani Lela Yafa nous propose les parcours d'une d'entre elles qui a tout appris sur l'État. Suivez. Elle s'appelle Francine Moussaongoy, profession maquilleuse. C'est par un concours de circonstances que cette licenciée en économie monétaire de l'UPN est devenue maquilleuse professionnelle. Et depuis, elle met en exergue toute sa créativité et son sens artistique pour mettre en valeur les visages, en les métamorphosant pour exalter la beauté. C'est venu comme ça, j'ai pas fait de formation ou quoi que ce soit, c'est venu comme ça. Au fil du temps, j'ai perfectionner la chose et aujourd'hui c'est ma profession et ma passion. Mademoiselle Moussaou s'embarque ainsi dans ce métier qui est très exigeant et où la compétition est rude. Et pour atteindre sa clientèle composée en grande partie de dames, elle met à profit tous les moyens de transport usuels, notamment la moto en cas d'embouteillage et à pied lorsqu'il y a urgence. Son téléphone fait office d'un véritable bureau, un carnet d'adresses très fourni. Par rapport à la clientèle, généralement, ils me contactent soit par mes réseaux sociaux qui sont Instagram, TikTok, soit sur WhatsApp. Pour les mariés, par exemple, je prends des rendez-vous des mois avant, histoire de bien faire mon planning. Mais pour la survie de ce métier, il se pose un problème sérieux d'acquisition des matériels et des produits de travail. Tous les produits qui sont généralement sur le marché, des produits nigériens qui sont à la mode là tout maintenant. Un métier certes qui nourrit son homme, pourtant, en cette période du mois de mars, mois de la femme où elle est très sollicitée, il est à remarquer que la demande a pris une courbe descendante. Au mois de mars comme ça, comme c'est le mois de la femme, il y a vraiment beaucoup de clientèle. Mais là en ce moment, par rapport à la situation du pays, les histoires de fêtes et autres sorties, c'est quand même assez calme. Pour un meilleur encadrement de ce métier, Francine Moussaou plaide pour la mise en place d'une structure d'encadrement et la création aussi d'un cadre juridique pour valoriser cette profession qui fait appel à la créativité. Dans la province du Haut-Ouélé, les étudiants de l'université des
Otouélé et à Isiro ont repris les cours après quelques jours de tension autour des frais académiques. C'est grâce à l'implication du gouverneur des provinces. Suivez. Après quelques jours de troubles, la paix est revenue à l'université de l'Ouélé-Essé, aussi grâce à l'implication personnelle du gouverneur de province Jean Bakomi Togambou, qui s'est érigé en sapeur-pompier. C'est pour se rassurer de l'apaisement des esprits qu'il a reçu dans son cabinet à présence de son vice Christophe Daramatata, tous les chefs d'établissement basés à Isiro pour une harmonisation de vues autour de la question des frais académiques, pomme de discorde entre les étudiants et leurs autorités académiques. Jean Bakomi Toki appelle au respect strict de l'instruction de Francis, a même réaffirmé son engagement à apporter progressivement son appui aux institutions. Au nom de ce père, le révérend père recteur de l'université de l'Ouélé, professeur Christophe Marie Moga, en sa qualité de président de la conférence des chefs d'établissement du Haut-Ouélé, remercie le gouverneur Bakomito pour avoir agi à bon père de famille. Nous remercions son excellence le gouverneur de nous écouter par rapport à tout ce qui s'est passé à l'université. Les étudiants de l'université revendiquaient pour plus autoriser qu'ils payent les frais académiques au taux du marché, qui n'appartenait à aucun comité de gestion, et même pas au gouverneur, de pouvoir fixer un taux. C'est donc tous mis d'accord. Les frais académiques sont fixés en dollars. Ils sont payés à la banque et c'est la banque qui vous dira à quel taux il faut payer. Deuxième réclamation des étudiants, c'était par rapport à la hausse au niveau des frais connexes pour les frais de construction ainsi que la mobilité des enseignants. Nous allons donc nous réunir au comité de gestion pour pouvoir comment trouver une solution par rapport à ça. Le bourgmestre intérimaire de Fungurume vient de doter les équipements adéquats à la brigade d'assainissement. Suivez. Déterminé à améliorer la qualité du travail de son personnel, le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano, vient de se démarquer une fois de plus en offrant à la brigade d'assainissement des équipements de service, bottes, bêches, aspirateurs, gants de main et autres accessoires pour permettre de rendre un service de qualité dans son entité. Au nom de tous mes collègues, les agents de l'assainissement de notre commune de Fungurume, nous remercions notre autorité, Maman Bourgmestre, pour nous avoir donné les équipements. Ces équipements vont nous permettre de mieux travailler pour assainir notre environnement, pour rendre notre commune plus propre qu'avant. Nous voulons que la commune de Fungurume soit une commune la plus propre de la République. Merci encore, Maman Bourgmestre. Merci, maman. Une occasion pour les mandataires de la brigade d'assainissement des coordonnateurs Mfalme Kakadi Manga de remercier l'autorité communale pour ces gestes qui visent à protéger les hommes et femmes qui travaillent jour et nuit pour redorer l'image de la commune. Le bourgmestre intérimaire, l'honorable Aline Makano Chilombo, a exhorté ce dernier à faire preuve de bon usage. Avec la dotation de ce matériel et accessoires de qualité, le bourgmestre intérimaire de Fungurume, l'honorable Aline Makano, s'inscrit dans la vision du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui vise à placer l'homme au centre du développement matérialisé en province par la gouverneure Fimasoka Saïni. À Tchikapa, 30% des filles se marient avant 18 ans. Plusieurs adolescentes sont grosses et abandonnent l'école. Un constat fait par IPAS qui a organisé un dialogue provincial pour lutter contre les mariages précoces. Suivez. Du 20 au 21 mars 2025, la salle de la Rose de Tchikapa a servi de cadre au dialogue provincial d'évaluation de l'approche CETES, qui est une initiative de lutte contre les mariages précoces, les grossesses précoces et l'abandon scolaire. La cérémonie d'ouverture a été effectuée par la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Alphonsine Boudou-Luzanga. Le gouvernement provincial du Kassai s'engage à prévenir les grossesses précoces en améliorant l'accès à l'éducation, à l'information et aux services de santé reproductive adaptés aux jeunes. Lutter contre le décrochage scolaire en mettant en place des mécanismes de réintégration des filles enceintes
ou les filles mères dans le système éducatif. Pendant 2 jours, l'outil d'évaluation CTS a été présenté aux parties prenantes et les travaux en groupe ont permis de formuler des recommandations pertinentes et de mettre en place un plan d'action pour l'atteinte des résultats de l'approche CTS au Kasaï. Joseph Ngwanda est responsable du suivi et évaluation de l'organisation internationale IPAS. Aujourd'hui marque une étape clé dans la mise en œuvre de cette approche. Nous sommes ici pour conduire une évaluation approfondie de la situation dans la province du Kasaï, afin de mieux comprendre les réalités des jeunes en ce qui concerne ces problématiques dont nous avons cité si haut, à savoir la question des mariages précoces, les grossesses précoces chez les adolescentes et l'abandon scolaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de 11h Mabiala Landou, réalisé par Nasha Kumpava et Maxime Androkoa, Rebecca Kikoumale et Gauthier qui ainsi ont assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci.